Bonjour Stéphane, Bonjour Laurent. on se retrouve après quelques semaines estivales plutôt calmes sur le plan des vidéos. Avant toute chose, j'aimerais qu'on fasse une petite présentation rapide de ces vidéos présentées de manière impromptue sur la chaîne qui durent 5 ou 6 minutes et qui sont tirées de tes articles qui apparaissent sur Liberaly, sur Substack. Donc, ce sont des vidéos qui sont générées par tes soins via une intelligence artificielle fournie par Google qui s'appelle Notebook LM. Oui, oui. Donc, moi, je t'avais demandé si on avait intérêt à publier ça sur la chaîne et puis on s'est mis d'accord que oui. Donc, c'est fait. On n'a fait aucune introduction à ce truc-là. Donc, comment tu présenterais cette nouvelle série qui apparemment n'aura pas franchement de fin, enfin, à part ta productivité personnelle, parce que pour l'instant, c'est simplement de toi que ça vient. Je pense que je pourrais en rajouter quelques-unes de mon cru dans cette série-là, mais... Bien sûr, bien sûr. Oh ben, c'est assez simple, si tu veux. Sur Liberaly, aujourd'hui, je dois avoir 400 et quelques articles, tu vois, donc ça n'a pas l'air comme ça, mais ça en fait. Et depuis pas mal de temps, tous les jours, je reprends un article que je remets dans les circuits, si je puis dire, tu vois. Alors, soit c'est juste un renvoi à l'article, soit c'est une image, quelque chose qui permet de recycler l'article avec un petit résumé. Bon. Et puis, quand je suis tombé sur Notebook LM, que j'ai découvert sa capacité d'intelligence artificielle à faire des synthèses, en fait, de manière extrêmement pertinente. J'avais commencé avec une fonctionnalité où il y a deux personnes qui simulent une présentation. Bon, c'était déjà pas mal. Et puis est sortie cette capacité à faire une présentation un peu visuelle, une espèce de PowerPoint moderne avec un vocal dessus, qui est beaucoup plus vivant, je trouve, et surtout, qui est extrêmement pertinent dans sa capacité à synthétiser ce qu'il y a dans les articles et les présenter de manière assez conviviale, accessible, de vulgarisation. J'ai trouvé que c'était parfaitement performant, et donc je le fais depuis quelques semaines ou quelques mois, et je continuerai à le faire, et j'en sors, comme je recycle, si tu veux, et que vu le nombre que j'en ai, j'en sors une tous les jours. Je te les ai rendus accessibles. Maintenant, toi, tu en fais quelque part ce que tu veux. Je suis ravi, effectivement, que certainement pas toutes, apparaissent sur ta chaîne et donc profitent d'une audience plus large. Tant mieux si ça amène des gens sur Liberaly pour lire les articles et au-delà. Tant mieux si ça permet de diversifier ta chaîne et intéresser d'autres gens. L'important, c'est que les idées qui sont dans ces vidéos et dans les articles soient mieux connues et appréciées. Voilà. Est-ce que tu as remarqué justement une augmentation de la fréquentation de Liberaly? Parce que tu postes ça aussi sur Facebook, sur Twitter et compagnie. Est-ce que ça attire un peu des gens ou... C'est pas flagrant pour le moment. J'ai un afflux continu d'abonnés sur Liberaly. Je suis pratiquement à 1400 abonnés, tu vois, quand même. Ah ouais, ok. Mais j'ai pas remarqué, bon, c'est l'été aussi, j'ai pas remarqué un afflux soudain. Cela dit, toi, tu postes depuis que quelques jours, quoi, genre une semaine ou deux. 2 semaines. Donc c'est pas encore très net. Je pense que ça le deviendra peut-être. Et puis peut-être que tout simplement, il y a des gens qui s'arrêtent aux vidéos, hein, tu sais. Bon, c'est pas grave. Je verrai. Je fais le pari que oui, je fais le pari qu'il y a des gens qui seront intéressés par découvrir les textes de Liberaly au-delà des simples vidéos. Et puis voilà. Donc, chers auditeurs, chers spectateurs, dites-nous ce que vous pensez de cette série en direct de Liberaly. Moi, mon projet, c'est de continuer à sortir tout ce que tu fais. Bon, je les écoute avant. Il y en a peut-être une ou deux où j'ai eu des réticences, on verra. Mais sinon, en général, c'est... Bien sûr. Moi, je suis franchement estomaqué. J'ai pris moi-même la liberté de faire un essai sur Notebook avec la vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours sur les inégalités, la lutte contre les inégalités. Il m'a fait d'une vidéo de 50 minutes un résumé de 5 ou 6 minutes que j'ai trouvé vraiment bluffant pour employer un langage de jeune. Oui. Notamment cette fameuse analogie qui a été créée de toutes pièces de l'effet Cantillon pour l'écoulement du miel. Ça fait 3 jours que je ne pense qu'à ça, mais comment une machine, alors que ni toi ni moi, pardon, nous n'avons sorti ce truc-là de la même manière, mais
Maintenant qu'il l'a fait, ça me paraît évident que c'est la meilleure analogie possible, ou quasiment. Ah oui, 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 oui. Mais c'est peut-être une des forces des intelligences artificielles par réseau de neurones, c'est cette capacité, le mécanisme même des réseaux de neurones est fait pour rapprocher les analogies. Parce que comme il rapproche les concepts quelque part, forcément, il fait une analogie par rapprochement de concepts. Donc, ce que j'imagine, c'est quand il a dû comprendre l'écoulement quelque part, il a mis ça dans écoulement, et dans ces écoulements, il devait avoir aussi le miel, je suppose, tu vois. Et donc, il a fait une analogie par similitude. Et le fait que ce soit capable de faire un truc comme ça est effectivement absolument remarquable. Ça, c'est tout à fait. Et ça, c'est sans oublier maintenant le ton extrêmement naturel du vocal qui vient avec. Mais c'est ça. Ça me met par terre aussi. On dirait vraiment des gens qui parlent. C'est plus des voix monocordes robotiques. Oui. Alors, il faut voir que la génération de ces vidéos, tu vois, même sur un texte de 4 pages, il met pas loin de 10 minutes, entre 5 et 10 minutes, pour les générer. La synthèse du texte prend quelques secondes. Par contre, la génération de vidéos, on sent qu'il mouline. Ouais. Mais néanmoins, c'est un travail d'une qualité. J'avais déjà remarqué avec la partie podcast, tu sais, avec 2 personnes qui parlent pendant 5 minutes, que à part quelques accroches sur la prononciation ici pour là. Alors, il a beaucoup de progrès à faire sur la prononciation de mon nom. Oui, ton nom est systématiquement massacré, mais bon, voilà. Mais à part ça, c'était absolument remarquable, et je salue les gens de chez Google par rapport à ça. Moi, je reste, si tu veux, si demain, pour promouvoir les idées de liberté, il suffit d'écrire un article que certains liront, et pour en faire des vidéos de ce genre-là, et sans doute des vidéos qui deviendront meilleures encore, hein, sans doute, ok. Pour que ce soit les vidéos qui ensuite soient reprises et qui diffusent la bonne parole, moi, ça me va très bien, hein. Ça me va très bien. Alors moi, j'ai quand même été aussi estomaqué par le fait que moi, la vidéo que je lui ai fournie à Notebook comme source pour en créer un résumé, elle dure quand même plus de 50 minutes, ma vidéo à moi. Alors effectivement, la génération de la vidéo finale a pris une dizaine de minutes, mais le résumé textuel qui m'a affiché à l'écran pour me dire ce qu'il allait raconter, ça a été en quelques secondes. Il a digéré 50 minutes de mon blabla de singe imprécis et improvisé. En 3 secondes, il m'a pondu le texte. J'étais vraiment estomaqué. Mais parce qu'il est parti de la transcription, déjà. Donc, je pense que YouTube avait fait une transcription, parce que sinon, c'est pas possible. Ouais. Mais néanmoins, la transcription, ça doit faire quand même, je sais pas, 5 pages, un truc comme ça. 5 pages, il le digère en quelques secondes. Ah oui, c'est impressionnant. Bref, une aventure à continuer. On va continuer à faire ça. Et j'ai hâte, évidemment, aux prochains réglages qu'ils vont rajouter, parce qu'on voit qu'ils ont rajouté des fonctions chez Google. Là, donc peut-être qu'on pourra plus tuner ou, disons, paramétrer les vidéos avec choisir les voix, choisir le fond, les couleurs, les trucs comme ça. Ça va être fantastique. Maintenant, je te propose, si tu veux bien, de nous faire, puisque tu en reviens, un petit compte-rendu de ton expérience PFS, donc la conférence de Hans Hermann Hoppe en Turquie, à Bodrum. Donc, c'est la Property... Property and Freedom Society. Voilà. Property and Freedom Society. C'est ça. Donc, tu as eu l'honneur d'être invité là-bas, parce que c'est une conférence où on n'entre pas comme ça les mains dans les poches, il faut être invité. Est-ce que tu peux nous donner ton vécu, un petit compte-rendu rapide de ce qui s'est passé Oui, bien sûr. Tu n'as pas fait de conférence, hein? Tu as été visiteur, simplement. Non, je n'ai pas moi-même fait de conférence. Okay. J'espère faire ça l'an prochain. Je vais travailler pour en faire une l'an prochain, on verra. Mais non, je n'ai pas fait de conférence. Il y a des choses que je ne pourrais pas partager, mais je vais partager des choses. Il y a plein de choses qu'on peut partager. Alors, effectivement, c'est une conférence où il faut être invité d'une manière ou d'une autre pour participer. Et c'est assez restreint. Hein. Je n'ai pas compté exactement, mais je pense qu'on était environ 70 personnes. Tu vois, c'est pas... Voilà. Ça reste quand même très, très confidentiel. Bon. PFS, ça existe depuis 20 ans. On fêtait cette année les 20 ans de PFS. On les connaît, enfin, quiconque ne connaît pas, je les invite à chercher sur YouTube et sur
propertyandfreedomsociety.com, je crois, c'est surtout connu par le monde extérieur, par les conférences qui chaque année sont faites par ce qu'il faut bien appeler être des sommités des idées libertariennes et ou de l'école autrichienne. C'est souvent le même noyau avec parfois des gens qui viennent compléter, comme c'était le cas cette année. Mais tous les ans, il y a Hope qui fait une conférence. Souvent, c'est Kinsella, Hülsmann, et puis ensuite d'autres gens qui viennent de manière plus épisodique. Mais le point, c'est que PFS, on connaît par les conférences et que par les conférences. On voit bien dans les vidéos des conférences qu'il y a un auditoire, des personnes dans la salle. En général, on les voit de dos, donc on ne sait pas trop qui c'est. On a parfois les questions qu'ils posent, pas toujours. Mais ça reste très mystérieux. Là, le côté parterre de la conférence reste très mystérieux. Moi, par définition, j'étais dans le parterre, donc j'ai vu ce qui se passe. Et j'ai vu aussi que la conférence sur place dure en fait plus longtemps que les conférences elles-mêmes. En fait, c'est un endroit où pour entretenir le microcosme, si je puis dire, libertarien, c'est du réseautage libertarien. Ici, nous, des relations, des connaissances, des découvertes, des projets aussi. Donc, c'est fondamentalement, quelque part, le club, le where you need to be des libertariens, à mon avis, en tout cas des libertariens européens. Okay, et je pense que c'est ce que cherche depuis toujours faire Hope là-dedans, c'est entretenir le cercle des libertariens disparus, ouais, un peu quelque part, hein. C'est un peu ça. Et c'est très intéressant parce que, évidemment, on y arrive en connaissant les gens qui sont visibles, et en fait, on découvre qu'il y a plusieurs cercles dans ce truc-là. Il y a le noyau dur, hein, les gens auxquels on pense tout de suite autour de Hope, ok. Il y a un second cercle, des gens qui sont pas forcément connus, d'autres qui le sont un peu, mais en fait, il y a des gens qui sont proches, mais qui sont pas publics ou peu publics, et dont on sent néanmoins qui sont moteurs, acteurs de l'ombre, qui sont proches de Hope et autres. Donc là, je ne pourrais pas donner de nom, d'accord, par définition, ok. Mais j'ai découvert tout un tas de gens absolument intéressants et qui méritent rien que de les rencontrer justifie quelque part de participer à un tel événement. Et ces gens-là, excuse-moi, est-ce que ces gens-là, ce sont quand même des gens qui sont actifs dans la production d'articles ou trucs comme ça ou pas du tout? Non, pas forcément, pas forcément. Je pense à un particulier, tu vois, qui est dans l'immobilier et qui comment dire, j'aurais jamais imaginé qu'un profil comme ça puisse être présent, mais tu sens que très clairement, par le business et par le réseautage qu'il entretient, par sûrement peut-être aussi le financement, tu vois, plutôt le mécénat, je dirais, plutôt que le financement, tu sens que c'est quelqu'un qui fait clairement partie d'un deuxième cercle, quelqu'un qui est important et qui est là depuis longtemps. Et il y en a plusieurs comme ça. Je comprends. Donc c'est aussi intéressant de rencontrer les acteurs de l'ombre, mais de l'ombre, de la première ombre, si je puis dire, tu vois. Et puis il y a aussi un troisième, voire un quatrième cercle. Et là, j'ai été beaucoup, beaucoup plus surpris, tu vois. Il y a une part significative des gens qui sont présents, dont, comment dire, le caractère objectivement libertarien est beaucoup, beaucoup plus contestable. Ah oui. Oui. Dont il y a la caricature que j'ai pu rencontrer, donc j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'il faisait là. C'est quelqu'un qui, tu vois, quelqu'un qui se présente et qui s'affiche et qui est manifestement quelqu'un qui travaille à la Banque centrale suisse. Voilà. Et discussion que j'avais eue avec lui sur Milei et le besoin chez Milei d'arrêter la Banque centrale, ben, j'avais en face, j'avais l'impression de discuter avec Milei, toi. C'était vraiment du bon niveau. Donc c'est assez surprenant parfois. Parfois c'est surprenant. Je pense qu'il y a des gens qui sont invités pour découvrir nos idées, tu vois, qui sont pas forcément libertariens, ou qui le sont de manière instinctive et qu'on invite pour voir si justement ils pourraient franchir le pas. Donc ce troisième cercle est très hétérogène, étonnant, mais ça montre aussi que c'est un peu comme tu sais ce que j'avais pu faire avec la taverne libertarienne, que je laisse un peu tomber aujourd'hui, tenter d'avoir une espèce de club où à la fois on se retrouve entre nous pour avancer,
pour faire des projets, mais aussi pour essayer de former, intéresser et former des nouveaux. Je pense que c'est le même genre de démarche. Je trouve que c'est tout à fait pertinent de la part de Hope, hein, qui cherche à, malgré tout, à construire, à bâtir et à pérenniser, bien évidemment. Et c'est aussi un excellent moyen de savoir, de filtrer, hein, parce que je pense que les gens du 3e cercle ne dureront pas, hein. Enfin pas tous en tout cas. Voilà. Et ils sont tous invités. Voilà. Hein. Oui, d'une manière ou d'une autre, ils sont. Tu ne peux être qu'invité parce que l'hôtel est petit, donc tu remplis. L'hôtel est rempli par la conférence, il n'y a personne d'autre. Il n'y a strictement personne d'autre. Donc le nombre de chambres est de toute façon limité. Tu ne peux connaître les conditions d'accès que si on t'invite. Tu ne peux connaître les dates et le programme que si on t'invite. Donc oui, de toute façon, c'est par invitation. Et comment sont les invitations? Parce que j'ai vu sur les photos des fois des gens très jeunes. C'est pas que je trouve que les jeunes n'ont pas à faire quelque chose là-bas, mais quand tu es très jeune, que tu as l'air d'avoir 20 ans, tu n'es pas forcément connu ou, disons, je pense l'intérêt de Europe, quoi. Mais je pense qu'il y a bien évidemment des réguliers, hein, des piliers de bar, clairement. Et puis, il y a des gens qui sont recommandés. Ça a été mon cas, d'accord? Et puis, il y a des gens qui contactent et qui tentent leur chance et qui contactent Hope ou autre, hein, d'accord? Les jeunes en question sont 2 jeunes guatémaltèques, mais très jeunes. Hein. Oui, on va dire 20 ans tout au plus, quoi, d'accord? Et je pense qu'ils ils sont pour autant de ce que j'ai pu discuter avec eux, ils sont extrêmement pertinents, d'accord? Et donc, je pense qu'ils ont tout simplement séduit Hope ou quelqu'un d'autre, et qui s'est dit, ben voilà, il y a de la bonne graine. Du sang frais. Du sang frais. Et effectivement, ils sont pétulants, honnêtement. Donc, je pense qu'ils ont fait tout seuls, comment dire, émerger l'évidence de leur invitation, tout simplement. D'après toi, enfin, je comprends le fonctionnement de la conférence, donc ma question va être très rhétorique, mais c'est pas un événement grand public, c'est pas un événement commercial. Est-ce qu'il y a une chance ou une malchance, je sais pas comment il faut le prendre, que ça le devienne, c'est-à-dire qu'ils essayent d'en faire quelque chose de plus ouvert, où les gens peuvent acheter un billet puis s'asseoir dans le fauteuil pour écouter? J'en serais très surpris. Du temps qu'il y aura Hope, j'en serais très surpris. Il se trouve, tu vois, fortuitement, le dernier dîner, je me suis retrouvé à sa table et il a évoqué justement l'évolution, parce que, là aussi, je vais pas tout partager, mais il se pose forcément des questions logistiques et économiques à l'organisation de tel événement. Donc, il en a parlé avec certains de ses bras droits, d'accord, voilà. Et clairement, il a dit, l'objectif n'a jamais et ne sera jamais de faire du fric. Il faut pas perdre de l'argent, mais l'objectif n'est pas fait de faire du fric. Bah, sans faire du fric, mais j'imaginais un moyen de faire de la pédagogie à grande échelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la conférence pourrait coûter seulement 15 $, si ça permet de rentrer dans les frais sans vouloir faire du gros bénéfice, là, mais d'attirer les gens. Alors, il y a des réflexions dans cet esprit. Okay. Et certains suggèrent l'idée. Je suis obligé de rester très prudent, d'accord? Ouais. Mais je suis presque convaincu que c'est pas l'orientation que Hope, lui, en ancien aussi, hein, d'accord, veut donner. Est-ce que quand Hope ne sera plus là, qui reprendra le projet? Est-ce que quelqu'un le reprendra et avec quelle orientation? Ça, il est bien trop tôt pour en parler. La pérennité de l'événement après la disparition d'Hope, qui a quand même 75 ans cette année, donc il va pas. J'espère qu'il va encore durer 25 ans, mais bon, à un moment donné, ça va s'arrêter aussi oui, c'est une bonne question. Encore une fois, je peux pas je suis pas dans tous les secrets des dieux. Je ne sais pas. Je pense que ça sera sûrement prolongé, parce que j'imagine mal des gens comme Kinsella, par exemple, ne pas pérenniser un tel projet. Avis tout à fait personnel. Hein. Mais probablement selon des modalités différentes, ne serait-ce que parce que l'hôtel appartenant de manière plus ou moins directe à Hope lui-même, forcément, les conditions immobilières ne seront pas les mêmes, tu vois. Donc, que PFS perdure, je pense. Selon les mêmes modalités, probablement pas. Ok. Mais bon, ça sera certainement une nouvelle ère. Hein. Je pense que ce qui est important, je pense que ce qui pourra sans doute perdurer, c'est ce caractère
société savante, société phare de libertariens, avec à la fois une dimension académique et une dimension réseautage, sur invitation. Je doute que ce principe soit remis en cause. D'ailleurs, quel est à peu près le pourcentage de ton temps entre les conférences où tu as écouté des gens parler et d'autres activités qui ont pu avoir lieu sur, c'est quoi, sur 5 jours, ça s'est passé? Les conférences, ça représente à peine un quart, tu vois, à peine un quart. Okay. Il y a énormément de temps qui est passé entre les conférences, avant et après, à simplement se rencontrer et discuter. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, d'autres activités, ou c'est simplement réseautage et conférences? Non, est-ce que vous avez fait une excursion quelque part, ou je sais pas? Oui, on a fait il y a une excursion en commun. Il y en a d'autres qui organisent des choses, tu vois, parce qu'on est à deux doigts de la Grèce, hein, donc tu prends un bateau, t'as 1 heure de bateau et t'es en Grèce et tu peux visiter des trucs. Donc il y a effectivement des activités périphériques, mais le cœur du truc, c'est au bout du compte, c'est de se rencontrer, de se découvrir, voilà, et de parler de l'actualité, des projets, de sujets techniques, voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et est-ce que toi, personnellement, justement, tu as ramené des cartes de visite et tu penses faire des choses nouvelles grâce à ces rencontres? Ah ben oui. Alors, oui, de différentes façons. J'ai rencontré un Portugais qui, quelque part, est en train de monter une chose comparable aux éditions de John Galt. Donc, ça peut dégager, tu vois, des synergies intéressantes, même si les langues sont différentes. Mais ne serait-ce qu'échanger entre nous, tu vois, sur l'opportunité qu'il peut y avoir à éditer un livre ou pas, tu vois, ne serait-ce que ça. C'est déjà un contact précieux. T'es revenu avec un manuscrit en main? Pardon? Est-ce que tu es revenu avec une idée de manuscrit ou un manuscrit en main qui n'était pas prévu au catalogue de John Galt? Oui, tout à fait. Tout à fait. Encore une fois, je suis obligé de garder certaines choses confidentielles, mais j'ai plusieurs personnes du premier cercle, d'accord, qui découvrant effectivement que j'avais fait des traductions et que je faisais des publications. Bon, malgré tout, le simple fait d'être invité te crédibilise, d'accord. Et donc les gens t'approchent en disant: ah, mais si j'ai une traduction en français, est-ce que vous pourriez le traduire, le publier? Bah oui. Et donc là, aujourd'hui, oui, j'ai dans mon escarcelle, on va dire une bonne demi-douzaine de bouquins qui sont plus que potentiels, tu vois. Ah, mais carrément. Ah ouais, ok, donc ça vaut vraiment le coup. Dernière petite question sur le sujet. Bon, alors moi qui suis qu'un spectateur, donc qui n'ai pas accès à tout cet autre aspect de la PFS, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de superposition avec ce qu'on peut voir aussi de l'extérieur des conférences du Mises Institute. Tu sais, quand ils font leur semaine l'été, il y a toute une série de conférences qui sortent. C'est d'ailleurs souvent un peu des intervenants comparables, avec des sujets comparables. Est-ce que, de ton point de vue, les conférences, d'une part de la PFS, sont d'un niveau supérieur ou pas à ce qui se fait au Mises Institute, et d'autre part, est-ce que tu trouves que ça fait double emploi ou pas, parce qu'il y a quand même des sujets qui sont très répétés. Moi, je trouve que c'est bien de répéter. Après, on peut dire qu'il faudrait varier les épices. C'est une bonne question et c'est difficile de répondre. Je pense que PFS a un avantage, c'est qu'il est très rare. Ce sont vraiment des exceptions que ceux qui vont faire des présentations qui ne sont pas très proches des idées de Anarcap version Hope, d'accord? Le Mises Institute, c'est moins net quand même. Même si le Mises Institute est très Anarcap et école autrichienne, il y a quand même parfois des présentateurs qui sont, moins... Oui, on va dire tangent, effectivement. Moins marqués, ok? Et ça te réexplique aussi, par exemple, pourquoi il y a des batailles en ce moment envers certaines personnes qui sont dans le staff du Mises Institute. Hein. Donc, le Mises Institute est pas aussi fortement ancré que le PFS peut l'être, d'accord? Il peut y avoir des exceptions, mais elles sont rares à PFS.
Et de la même manière, on est aussi garant, enfin, il y a une espèce de garantie de cohérence pour moi, c'est ça. Pour moi, la PFS, de par cette ligne et ce microcosme et ce petit cercle, il y a une garantie de cohérence du discours. D'accord? C'est certainement moins bien organisé, moins fluide, moins grandiloquent, moins de large échelle, clairement. Ça a une dimension très amateur, hein, PFS. Okay. C'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on peut trouver des choses beaucoup plus slick, tu vois, au Music Institute. Mais PFS, par contre, ça reste le nec plus ultra, quoi, pour moi. Ouais, je comprends. Est-ce que les conférences que tu as pu voir sont toutes de ce niveau-là, ou tu as trouvé des choses plus faibles? Est-ce que tu les as toutes vues déjà? Non. Oui, bien sûr. Bah, je n'allais pas aller à PFS pour pas regarder les conférences. Non, mais tu aurais pu en rater une, je sais pas. Non. Non. Je suis resté sur ma fin, mais sur de la forme, mais pas sur du fond. Sur la forme, il y a, je laisserai les gens découvrir, ça sera facile. Il y a 2-3 présentateurs qui, en tant que présentateurs, auraient quand même des leçons à prendre. Et c'est un peu dommage parce que il y a, je pense à quelqu'un en particulier qui a fait une présentation techniquement tout à fait pertinente, et même d'une certaine technicité, mais qui est insupportable à suivre en tant que présentateur. Quelqu'un qui parle comme ça et qui Polite. Non, c'était pas polite, ça aurait pu être. Alors, polite, c'est pas tout à fait ça. Polite, il parle comme une machine. Ouais, c'est vraiment, c'est une machine qui parle. Bon. Okay. C'est une IA d'il y a 5 ans. Ouais, c'est ça. Non, il y en a d'autres qui parlent comme ça, et même si c'est très pertinent ce qu'ils disent, tu comprends rien, il n'y a pas de slide. Voilà, donc sur la forme, c'est un peu décevant, quoi. C'est aussi de nouveau, c'est le côté un peu amateur. Voilà. Ça, c'est un peu dommage. Mais le contenu, j'ai pas grand-chose à dire sur le contenu. Au contraire, il y avait des choses sur l'esclavage. Enfin, encore une fois, vous verrez, hein. Il y a des choses sur l'esclavage. Il y avait les pirates, très très intéressants. Des choses bien sûr sur Milei, comme par hasard. J'attendais ça. Ah, Milei s'en est quand même bien pris plein la tronche, là. Il s'est pris des gros claques, j'espère, ouais. Ah, ouais, là, quand même, ouais. Il y a eu des sessions spéciales, même, en tout, donc, okay. Mais là, quand même, il y a eu belote d'air et 10 de d'air, si tu veux, c'est, waouh. Et ça sort quand, les vidéos, là, j'ai hâte. J'en sais rien, je sais pas, le temps qui m'en sait rien. En général, c'est pas très très longtemps après. Ouais, mais... un ou deux, ouais. Mais oui, non, je pense que c'était un cru tout à fait intéressant. Il y a une présentation de Safe Dynamos qui est absolument remarquable. Donc oui, je pense pour moi c'est un bon cru. C'est un bon cru. S'ils arrivent à gérer comment dire, la dimension auditive de certaines présentations, ça devrait le faire. Juste pour avoir une idée de la journée typique. Comment ça se passe? Tu te lèves, tu prends le petit-déj avec les gens. Les conférences, ça prend donc un quart de tout ça. C'est l'après-midi, c'est le soir. Qu'est-ce qui se passe? T'as 3 conférences le matin, t'en as 3 l'après-midi, tu vois. Donc, ah ouais, ok, quand même. Ouais, c'est cool quand même, tu vois. C'est pas le gros régime. Ça commence à 10h, ça finit à 13. Tu déjeunes à 13h, t'as encore 3 heures. Dans l'après-midi, t'as 3 conférences. Le matin, moi qui suis très 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 matinal, tu vois, j'étais le premier au petit déjeuner. Évidemment. Voilà, et donc après, en fait, tu as 3 heures. Tu profites le petit déjeuner, tu as un prétexte pour 3 heures de discussion avec les gens. Donc, tu passes ton temps, en fait, à discuter avec les gens, quoi, à rencontrer des gens et discuter. Ouais, okay. En tout cas, moi, c'est une priorité que je me suis donnée parce que j'arrive, donc il faut quand même que je me fasse connaître, malgré tout, que je rencontre des gens. Donc, le réseautage, pour moi, était clairement une priorité. Mais tu sens que clairement, c'est fait pour ça. Le temps à accorder au petit déjeuner, au dîner, etc., c'est un temps du réseautage. C'est du réseautage. Bon, il nous reste plus qu'à organiser un truc du même genre sur la sphère francophone.
Je On pense n'a que rien ça de tout ça, je pense, hein, de ce niveau-là, quoi. Non, 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 et c'est vrai que ça pourrait être un truc intéressant à faire, oui. Un projet français de sécession, PFS, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'on pourrait imaginer des choses. On peut faire Copyright! Copyright sur les acronymes. Ouais, il faut qu'on organise un truc, là, en France. Ouais, il y a sûrement quelque chose à faire. Sauf que bon, il faudrait qu'on trouve un propriétaire d'hôtel, mais qui soit libertarien. Voilà, ça c'est un peu compliqué. En plus, ça a l'air de déconner, mais est-ce que tu penses, alors bon, là, on digresse un peu, mais que si on essayait de monter un projet comme ça, dans un pays comme la France, par exemple, et qu'on va forcément devoir dire à un hôtel, voilà, on voudrait réserver votre hôtel, toutes les chambres, là, les 100 chambres, on voudrait les réserver pour une semaine. Ok, très bien, le mec il est content, puis on lui dit ouais, alors c'est pour une conférence, il va dire c'est quoi? Eh ben, c'est une conférence libertarienne, patati patater. C'est pas gagné. Hein? C'est pas gagné. Non, c'est ça, c'est pas gagné, quoi. Le type, il va peut-être pas vouloir ruiner la réputation de son truc en hébergeant des conférences d'extrême droite. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que je dis que le cadre, l'endroit est un pilier majeur de ce dispositif, quoi. Il y aura certainement dans le monde, aux États-Unis notamment, d'autres endroits où des PFS pourront avoir lieu. En Europe, des endroits comme ça, il y en a pas beaucoup. Hein. J'en connais pas beaucoup. Alors moi, on en reparlera en privé. Moi, j'ai une idée. Ça dépend de certaines contingences familiales, mais je pense que je peux fournir de l'aide sur ce côté immobilier, hébergement. On en reparlera dans un avenir plus ou moins long, là, mais ça pourrait se faire. On en reparlera. Super. Eh bien, écoute, merci pour cet excellent compte rendu. Moi, ça m'a alléché. J'ai déjà hâte de voir les vidéos des conférences. Maintenant, on verra si l'année prochaine, tu auras la chance d'être réinvité. Ouais, tu vas refaire une demande, là? La première fois, tu as fait une demande, tu as été recommandé, hein, c'est ça? Ouais, non, mais j'y travaille déjà. J'ai déjà marqué j'ai semé des cailloux déjà. D'accord, c'est bien. Ok, alors on va clore là-dessus pour passer à la suite de notre petite conversation du jour. Et je voudrais juste mentionner un fait divers qui m'horripile au plus haut point. Donc, je vais t'utiliser comme exutoire à ma petite rage du jour. Voici de quoi il s'agit. La Poste au Canada ne va plus livrer le courrier. Magnifique. Est-ce qu'il faut... Alors, la Poste ne poste plus, quoi. Voilà, mais est-ce qu'il y a besoin de commenter ça? Mais là, je sais plus quoi faire, quoi. On est à un niveau d'absurdité qui dépasse tout. Je pense que tu n'es pas... tu es un ingrat. Tu es un ingrat profond. Je suis petit et gros, je suis un ingrat. Ouais, c'est ça. Me permets de te rappeler que nous filme une vidéo il y a peu où monsieur se permit de critiquer la dite Poste parce que la Poste te livrait de la publicité et autres annuaires. C'est vrai. de manière comment dire, inappropriée, et que nous avons même fait toute une vidéo sur le truc. Voilà. Tu te rends compte que ça veut dire que tu vas être libéré. Hein, d'accord? Alors ça, j'attends de voir le coup où ils nous livrent plus le courrier, mais ils nous livrent quand même les pubs. C'est ça. C'est ça. Mais au-delà de toute plaisanterie, la Poste qui livre plus le courrier, mais alors elle fait quoi? Comment les mecs ils vont justifier qu'ils existent encore? C'est bien ma question. D'ailleurs, en réponse à cette décision de l'administration postale qui répond à un problème bien sûr de finances, hein, ils font ça parce que cette société entre guillemets qui est une société d'État est en déficit chronique de plusieurs millions par jour. Donc le seul moyen qu'ils ont trouvé pour diminuer le déficit, c'est d'arrêter l'activité pour laquelle ils existent. Moi, je trouve ça fantastique. Et en réponse, qu'est-ce que font les employés de la Poste? Ils font la grève. Là, de 3 jours, il y a une grève nationale du courrier au Canada parce qu'ils sont pas contents de plus pouvoir distribuer le courrier à la maison. Ça c'est le niveau. Ça c'est le niveau méta. Ça c'est. C'est pour ça que je tenais vraiment à ce que ça sorte ici, parce que là, je suis démuni. Même une chanson ne pourra pas me calmer. Sérieux, les gars. Ça, c'est extraordinaire. Alors, donc, la Poste, qui est faite dont le service public consiste
délivrer le courrier, arrête de délivrer le courrier, mais continue à exister. Mon premier niveau, quand même. Voilà. Le premier niveau d'aberration. Les mecs font grève. Alors, attends, c'est quoi la grève quand tu as déjà arrêté de faire le service? Je me pose la question. Déjà, il y a... Je m'interroge depuis 2 jours. Il y a déjà un méta, là, que c'est quand même extraordinaire. Et en plus, ils font grève parce qu'ils sont pas contents. Attends. Alors, vous n'êtes pas content, pourquoi? Parce qu'on arrête de vous donner du boulot, mais vous êtes payé à rien faire. C'est quoi le problème? Là, on est quand même à un niveau d'ubuesque. Ubu, là, Alfred Jarry, je pense qu'il n'a pas compris, il n'a pas vu le truc venir, quoi. Wow. C'est ça, mais le niveau de parasitisme, c'est de l'art. Je veux dire, on peut pas faire pire que ça. Je me demande comment on peut être plus un parasite que ça. C'est fou. C'est complètement fou. Bref, voilà. Ça va mieux, merci. Je me sens un peu mieux là, mais quand même, quoi. C'est pas évident à digérer, ce genre de merde. Et il y a personne qui a osé. Il n'y a pas une espèce de truc de caricature chez vous, un spectacle de caricature, je sais pas moi. Ouais, mais je ne lis pas la. Je sais qu'il y a des dessinateurs assez connus dans la presse, mais je ne lis pas assez souvent. Ouais, mais là, je pense qu'il y aurait lieu d'avoir un concours de caricature plus quoi. En fait, là, on est en train d'en parler, mais je vais faire une petite annonce plus ou moins. Si, elle est sérieuse. On va essayer de monter quelques petits sketchs plutôt que de faire que des discussions comme ça. C'est une bonne idée, ça. Donc, on va essayer de faire quelques petits sketchs, tu sais, en copiant un peu ce que font les films à l'arrache. Là, tu vois, les sketchs d'une minute, avec des dialogues un peu absurdes. Super. Ils sont super, ces trucs. Ah, ça, c'est une excellente idée. Et je pense que ce sujet de la Poste qui fait grève parce qu'il ne livre plus le courrier, enfin, bref, c'est de l'or, ça, pour ce genre d'idée, quoi. Bref, on verra comment ça se fait quand ça se présente, là, mais restez à l'écoute. J'imagine la patte de Madame Tiède, là. Mais voilà, exactement. C'est exactement ce qui va se passer. Bon, okay, maintenant, passons à un dernier, en tout cas, dans ma tête, c'est le dernier sujet du jour. On verra où ça nous amène. On va commencer par parler de l'or, le métal jaune, et de l'argent, le métal gris. Ouais. J'ai pris l'habitude, un peu malgré moi, parce que j'ai quand même mis pas mal de fausses devises là-dedans, donc j'en suis bien content, de regarder un peu quotidiennement les cours de l'or et de l'argent. Et il est très rare que le matin, quand je fais ça, je n'éclate pas de rire. Pourquoi? Parce que ça monte sans s'arrêter depuis des années, mais depuis des mois, ça a pris une tangente quasi verticale. C'est incroyable. Oui. Je peux confirmer et témoigner. La dernière fois que j'en ai acheté comme ça, c'était l'été dernier. Donc j'ai un repère assez simple, grosso modo 1 an. Et en 1 an, là, le lot que j'ai acheté a pris exactement 32%. Alors attends, je vais sortir le site que moi je consulte, parce qu'il y a justement... Le point, c'est qu'est-ce qui, de nos jours, fait 32%? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si tu avais investi les mêmes sommes à la bourse, tu serais bien inférieur à ça. Mais oui. Tiens, voilà. Bon, merde. Voilà, le site en question. Évite de publier tes propres chiffres, quoi. Hein, ouais, non, ça, c'est pas mes chiffres, ça, c'est justement. Voilà. Alors, plus 18, plus ouais. En 30 jours, 10%. En 6 mois, 22%. En 1 an, 40%. Voilà, moi, toi, je suis à 32, donc on est. Voilà, c'est l'ordre de grandeur, c'est ça. Voilà. En 20 ans, 700%. Sans déconner. C'est pas ridicule? Alors pourquoi je dis que c'est un sourire jaune qui me prend le matin quand je vois ça? Parce que là, le chiffre ici, là, le 3700, c'est en dollars américains. Évidemment, quand tu possèdes un asset qui, soi-disant, prend de la valeur, tu es content. Ça, c'est la réaction animale qui me fait rire. Et puis au bout d'une seconde, je me dis, non, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est bêtement comment dire, pas une hausse. La devise qui descend, quoi, c'est une contrabaisse, en fait. C'est une contrabaisse. C'est ça. Oui, alors expliquons-le rapidement. C'est pas l'or qui monte, parce que la valeur, même si les valeurs sont subjectives, les machins, au sein de la société, du marché, de l'économie, la valeur d'une valeur asset comme l'or, sauf qu'il y a une révolution de son usage industriel, ok, ce qui peut arriver, mais ce qui est quand même relativement lisse,
sa valeur marchande et donc sa valeur marché est assez stable. Ça fluctue, bien sûr, mais grosso modo, c'est assez stable. Tant que l'or ou autre chose, hein, l'idée est très simple, c'est que tant que l'or, une matière première comme celle-là, au sein de l'industrie avec un grand I du marché, trouve un usage, j'insiste sur l'usage, qui est à peu près homogène, donc il n'y a pas tout d'un coup une révolution industrielle qui fait qu'il y a une accélération d'usage particulière, okay, il y en a toujours, hein. Bah, en gros, la valeur du marché est à peu près stable. Ça fluctue, mais grosso modo, c'est à peu près stable. Ça reflète cette stabilité industrielle. L'idée de base, c'est celle-là, hein. Bon. Donc, c'est pas l'or qui, tout d'un coup, a trouvé 30 ou 40% de valeur en plus sur le marché de par son usage industriel. C'est pas ça. C'est que c'est les devises qui servent à valoriser, à estimer plutôt, exprimer la valeur de l'or qui, elles, se sont effondrées. Et donc, en fait, c'est pas 40% ou 30% de hausse de l'or, c'est 30 ou 40% de baisse de la valeur des devises. C'est ça que ça veut dire. Et ça, donc, moi, je trouve que c'est très inquiétant, surtout à la vitesse à laquelle ça va en ce moment. Alors, bon, le futur est toujours très difficile à définir, mais n'empêche que c'est angoissant. Ça prouve que l'économie prend une claque, parce que là, s'il y a une demande d'or ou d'argent ou tous ces métaux, parce que le platine aussi il prend des virées vers le haut, c'est que les gens se réfugient là-dedans. Et quand je parle des gens, c'est les gens comme moi, mais c'est surtout les institutions financières, les banques centrales qui accumulent des tonnes d'or depuis maintenant plusieurs années. Voilà l'aboutissement de ça. La demande monétaire augmente et en même temps, l'impression monétaire est en roue libre. On a eu le Covid où ça a explosé les niveaux de devises là, qui ont été générés artificiellement. Et en ce moment, on est encore dans un cas comme ça, y compris en Argentine, hein, une petite pique gratuite. Oui. Mais on est en plein dans un système d'inflation monétaire vertigineux. Et les deux ensemble, est-ce qui produit d'ailleurs la demande en métal, parce que les gens se rendent bien compte que le papier, ça vaut plus rien. Enfin, en tout cas, en bout de chaîne, ça engendre la demande de commodités, forcément. D'ailleurs, quand on dit que le prix de l'or monte, mais en fait, on ne peut pas devenir riche. Hein, moi, j'ai aussi envie de voir si tu es d'accord avec ça. On ne peut pas devenir riche en gardant de la monnaie comme l'or. C'est pas un asset qui va fournir des dividendes ou qui va se décorréler de l'économie. C'est lui le fondement de l'économie. Donc, mon kilo d'or que j'ai depuis un an, dans un an ou dans 10 ans, j'aurai un pouvoir d'achat normalement qui va être le même. C'est juste que le nombre par rapport à la vraie économie, tout à fait. C'est ça, par rapport à la vraie économie. Donc, ça ne nous rend pas riches, ça protège contre la ruine, en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, le problème que je vois avec ce mécanisme en ce moment, c'est que, OK, sur le papier, on va peut-être devenir millionnaire, mais ça voudra dire qu'on va aussi payer une voiture 1 million d'euros, donc ça change rien. Et derrière ça, même si nous, on est protégés parce qu'on a eu, disons, à la fois l'outrecuidance de se méfier du système bancaire et la lucidité de faire ça, on va se retrouver protégé peut-être dans nos avoirs, mais l'économie autour de nous va s'effondrer quand même, et il y aura quand même énormément de misère, et ça va être une situation déplorable pour tout le monde, y compris les gens qui détiennent des métaux. Mais c'est tout à fait ça, et pour rien te cacher, moi j'ai acheté et j'achète de l'or, mais toi pas de manière effrénée, ok, précisément pour cette raison-là. C'est que tu as beau pour se protéger, pour malgré tout pas, mais au bout du compte, le truc, moi c'est très facile à dire et chacun peut raisonner à sa façon, hein, d'accord. Là, on est dans le. Moi, j'essaie même malgré tout, mes cheveux blancs, etc. Moi, comment je peux dire ça? Je continue à essayer de maintenir comme valeur d'investissement pour moi mon savoir-faire et ma valeur sur le marché à moi. Mmh. D'accord. Parce que ce qui ne veut pas dire que je n'achète pas d'or et que je fais rien d'autre. D'accord. Mais le point est exactement celui que tu as articulé, c'est-à-dire que ces signaux-là sont des signaux d'effondrement de l'économie. On va avoir de l'inflation, toute l'économie va s'effondrer. Tu auras beau avoir de l'or, bien sûr que ça sera de nature à protéger, mais malgré tout, ça sera aussi conditionné à l'acceptation du marché de la revente de cet or. Dans un monde où les gens n'auront malgré tout toujours pas compris ce qui se passe,
que les gens n'auront pas tout de suite compris que il faut acheter de l'or. Eux-mêmes, il faut qu'ils achètent de l'or pour aussi se protéger. Et donc que la liquidité de l'or, tu vois, n'est pas aussi évidente qu'on aimerait qu'elle soit. Moi, j'essaie de parier sur le fait que, par contre, essayer de vendre mon savoir-faire, ça, par contre, ça sera beaucoup plus pertinent. Tu vois, c'est un avis perso. Attention, hein, d'accord. Okay. Mais j'essaie de, si tu veux, je travaille beaucoup plus, toute proportion gardée, sur le maintien de ma valeur marchande, parce que même si je suis vendu demain à 1 million, parce que le million ne veut plus rien dire, je continuerai à être vendu. Tu vois, ok. Et si j'ai de l'or, bien sûr, de toute façon, bien évidemment, ça contribue à me protéger, bien sûr. Mais je ne mets pas toutes les œufs dans le même panier. Et au passage, tiens, on a donné une pique à Miguel. Je suis surpris qu'on n'ait pas encore donné le pic au Bitcoiner. Mais vous allez prononcer le nom. Ouais. De la même façon, jamais je mettrai tous mes œufs dans le Bitcoin. Mais soyons clairs, Bitcoin ou autre chose d'ailleurs, hein, d'accord. Ouais, pour cette raison-là, c'est que de la même façon, le même type de risque existe pour l'or, l'argent, mais pour le Bitcoin aussi. C'est bien quand les choses vont s'effondrer, bien sûr qu'on se retrouve protégé avec de l'or ou avec du Bitcoin, indubitablement. Encore faut-il qu'il soit assez liquide. Encore faut-il qu'il soit assez liquide. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs imputer à cette spirale inflationniste, et là je vais faire un peu de provoque, le meurtre de Charlie Kirk? Alors, je vais poser sur la table pourquoi je dis ça. Et ça, c'est la thèse qu'on peut lire dans quasiment tous les articles de Hussman qui parlent d'inflation ou dans le livre The Fiat Standard de Saifedean Ammous. C'est que la distorsion économique que provoque l'inflation, c'est pas seulement un problème de dilution de la pseudo-valeur de ces devises qui sont inflationnées, comme on dit, dont la quantité augmente. Oui, qui enflent, effectivement. Ouais. Donc, on a bien sûr, le premier problème que tout le monde est capable d'identifier, c'est que chaque unité de devise a un pouvoir d'achat qui diminue quand une autre unité est créée à partir de rien. Ça, c'est facile à comprendre. Ce qui est un petit peu plus subtil, c'est que cet afflux de fausses devises stimule, entre guillemets, une économie perverse, c'est-à-dire qu'elle stimule des projets qui sont pas franchement économiques, elle stimule une illusion de richesse qui conduit à des attitudes de société, là je parle de morale, je parle carrément de civilisation, de mœurs, qui changent parce que les gens se sont habitués avec le temps, parce qu'évidemment l'inflation c'est pas un phénomène d'une semaine, ça dure des décennies, se sont habitués à ce qu'on leur donne des choses gratuitement, que tout soit facile, etc. Et en bout de ligne, ça réduit leur capacité à faire face à de la résistance, à des avis négatifs, à des mœurs qui leur conviennent pas, à des positions politiques qui leur paraissent insupportables. Et de fil en aiguille, on peut en arriver justement à ce que des gens assassinent d'autres gens parce que la présence de ces personnes menace dans leur fort intérieur leur existence, même si c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas une question de ça. C'est leur perception. C'est ça. Leur perception a tellement changé parce qu'ils ont été finalement domestiqués et dressés comme des singes de foire à vivre d'une certaine manière qui est remise en cause par d'autres personnes. Et ce dressage que je viens de mentionner, c'est, d'après moi et d'après les auteurs qu'on a cités, le fruit direct de l'inflation monétaire qui permet de changer de place l'activité humaine. Alors là où elle n'aurait pas dû aller, en fait. Oui, mais je pense que c'est... Je ne peux que rejoindre cette thèse. C'est aussi la thèse du premier chapitre de Démocratie de Hope, dont la thèse centrale consiste à dire la démocratie, ici on parle de la monnaie, mais on va voir que c'est la même chose. La démocratie tend à hausser la préférence temporelle, c'est-à-dire la préférence pour le court terme, et ça c'est un mécanisme de décivilisation. C'est exactement le même parallèle avec la monnaie, comment dire,
non saine, les devises, la monnaie fiat, c'est-à-dire la fausse monnaie en fait. Hein. Mais il faut quand même peut-être l'articuler, parce que c'est même si c'est totalement vrai et quasiment inéluctable, et on l'observe partout autour de nous, malheureusement, c'est pas forcément trivial à piger, je suppose. Enfin, je pense. La première étape, c'est effectivement, ça me renvoie, moi je pense toujours à cette vidéo que j'ai faite avec Pierre-Antoine il y a déjà quelques années, je pense que c'est 2017-2018 par là, où tu as Esther Duflo, prix Nobel d'économie quand même, qui explique, je renvoie à un regard libre, je pourrais la sortir la vidéo, mais qui explique de manière docte, qui essaie d'expliquer au monde, à la plèbe que si, la dette de la France n'est pas un problème, et qu'en fait, ça permet d'assurer, ça réalise réellement, ce sont ces mots, de l'argent magique, d'accord ? Bon. Quand on est dans un monde assumé d'économistes, nobélistes, où le principe est de dire l'argent magique est une réalité, et c'est une bonne réalité, c'est l'avenir, en fait, ça va nous sauver socialement. Ce sont ces positions, hein, d'accord ? On est clairement sur quelqu'un qui est en train de dire l'avenir, le bien, ce qui va nous sauver, repose sur une duplicité, sur le vol, parce que la création monétaire, c'est de la création factice de valeur, c'est de la contrefaçon, c'est de la création factice de valeur sur le dos de ceux qui créent réellement la valeur, d'accord ? C'est tout d'un coup, je décide que j'ai 1000 € à partir de rien, et ce sont d'autres qui vont les payer, les 1000 €. Et ça va en plus abaisser leur pouvoir d'achat. Donc tout d'un coup, ça revient à dire, eh bien, la capacité à faire de la magie et à vivre de la magie, c'est l'étape d'après. Donc la première étape, c'est je fais de la magie, c'est bien et ça va vous sauver. La deuxième étape, c'est on va apprendre au monde à vivre dans un monde de magie. Le rôle de l'État, c'est d'apporter la magie. Et vous allez voir comment c'est fantastique de vivre dans un monde de magie. Ça, c'est l'étape d'après. L'étape d'après, ce sont les gamins. C'est tu apprends à des jeunes, à des adolescents, à des jeunes adultes, que tout d'un coup, ils peuvent vivre dans un monde où il suffit de demander pour recevoir. Tout d'un coup, ils vivent dans un monde où les politiciens vont toujours leur dire oui, où jamais ils vont se confronter avec un non, parce que par définition, la magie permet de dire toujours oui. Et là, on commence à toucher effectivement à la décivilisation et la dégénérescence, quelque part, ou à la déchéance, parce que ça fait des générations d'ados qui resteront ados, puisqu'on leur explique, on les apprend à rester dans une logique de tu as le droit de toujours exiger et d'obtenir ce que tu exiges, puisqu'on a les moyens de te le donner. Oui, il n'y a plus de limite. Voilà. Et à partir de là, tout devient possible. Donc ça, c'est en gros la MMT, hein, c'est le fondement de cette magie a un nom très ronflant qui s'appelle la Modern Monetary Theory, qui n'est ni moderne, puisque c'est du keynésianisme, ni monétaire, et qui n'est pas théorique, mais bon, c'est pas grave. Ils sont capables de tout. Et ce que tu dis là me fait penser à des réactions qu'on a très souvent sur Twitter, surtout en ce moment, où il y a l'espèce de baroude autour de la taxe Zuckman et cette espèce de soviétisme qui se met en place de manière quasi ouverte. On va attaquer les gens à l'aéroport s'ils s'en vont, etc. Et là, on se fait répondre quand on dit, ben voilà, c'est le taxe, c'est du vol, et puis bon, tout ça n'a pas de sens. Ouais, vous allez quand même pas contredire des prix Nobel, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'argument d'autorité que tu mentionnes là, il est vraiment passé dans les mœurs. Oui, et donc, s'il y a une validation nobélisée de quelque chose ou d'un professeur quelconque, c'est bon. Oui. Mais j'ai vécu, je crois que j'en ai parlé déjà, j'ai vécu en live ce truc-là à la cantine, il n'y a pas très longtemps, avec un collègue à moi juste à côté, quelqu'un de très bien par ailleurs, c'est un mec, voilà, j'ai strictement aucun, mais qui, de bonne foi, qui est face je dirais, au marché des idées, bon, et quelque part, j'ai rien à dire, ça, il observe, il sait grosso modo où c'est que je me tiens, donc bon, et donc on a un échange comme ça, et à un moment donné, il me dit, bon,
il me dit, ben, tiens, ça tombe bien, je sais que tu vas pas aimer, Ok. mais la semaine dernière, j'ai lu un livre d'Esther Duflo. Et là, effectivement, j'ai dit, et le point est exactement celui que tu dis. C'est, il m'explique un peu ce qu'il a lu. Tu comprends bien qu'il a rien compris. D'accord. Et qu'il patauge un peu et qu'il est déconcerté. On échange. Il est complètement déconcerté. Mais il est face à une nana qui est prix Nobel d'économie. Donc, il se dit, ben, mon pauvre, c'est toi qui comprends rien. Cette fille, elle est géniale. Elle explique des choses, ça paraît tout à fait logique. Mais j'y comprends rien. Putain, mais qu'est-ce que je suis un veau par rapport à elle. Donc, bon, je l'écoute parce que quand même, c'est le prix Nobel de l'économie. Et moi, j'arrive à côté en disant, mais ta nana, c'est une connasse. Mais forcément, je ne suis pas crédible. Forcément, je ne suis pas crédible. Ça me fascine quand même de voir à quelle facilité les gens, bon après les gens, hein, ce qu'on lit sur Twitter et compagnie, c'est pas les gens, c'est des anecdotes, mais quand même, de voir que ces gens-là en tout cas, acceptent l'idée d'arrêter les gens à l'aéroport. Moi ça me troue certains orifices, qu'on puisse parler de ça en 2025 ouvertement dans les médias, que ça ne soulève aucun tollé, et au contraire que ça soulève l'adhésion de pas mal de gens. Oui, on va arrêter les riches à l'aéroport si jamais ils essayent de fuir la France. En gros, c'est le mur de Berlin recyclé en version 2025. Et tout va bien, tout va bien. Ouais. Roissy et Orly sont devenus les nouveaux murs de Berlin. C'est ça. C'est ça. Oui, tout à fait. Et ça ne choque personne, mais parce que c'est normal, c'est parce que 95% des gens pensent que les riches sont des voleurs. Ouais, c'est ça. J'ai encore une discussion récente avec... bref. Mais oui, les riches, de base, le riche est coupable de toute façon, donc il faut qu'il rende l'argent, hein, c'est clair, quoi. Juste pour refaire le lien donc avec Charlie Kirk, que j'ai lancé comme ça parce que c'est une actualité absolument dégueulasse de ces dernières semaines. Donc, c'est un nom que je connaissais pas, en fait. J'avais déjà vu sa tête, j'avais déjà un peu écouté des clips où il échange avec des singes, là. Je connaissais pas spécialement non plus. Ouais. Mais bon. Je l'ai vraiment découvert avec son malheureux assassinat. Donc, effectivement, je suis parfaitement outré par ce truc-là. Et d'ailleurs, je dirais la même chose si c'était Mélenchon qui avait été tué. Hein. C'est pas une question de personne. Oui. Hein. Vraiment, on fait pas ça. Je suis désolé. Je suis d'accord. Que je sache, Charlie Kirk n'était pas en train d'essayer d'attaquer quelqu'un avec un couteau. Donc, il n'y a aucune justification au truc. Même, enfin bref, on a compris ce qu'on voulait dire. Mais le lien avec l'inflation, c'est bien ce phénomène où il parlait essentiellement de ce que j'ai compris de ces petites vidéos là, avec des espèces de singes universitaires américains qui étaient d'une opinion socialiste différente de la sienne, parce que lui, c'était quand même un socialiste. Il faut aussi voir les choses en face, un peu droit. C'est un Trumpiste quand même. Trumpiste, quoi. Donc, ils n'étaient pas d'accord entre socialistes de droite et socialistes de gauche. Lui oppose des choses à ces gens-là qui veulent qu'on leur paye leur changement de sexe ou une vie subventionnée à tout jamais, sans rien foutre. Bon, très bien. Donc lui, il est contre ça. Il se fait assassiner. Et si les gens en arrivent à ces extrémités-là, je maintiens que c'est l'effet pervers de cette théorie monétaire, de tout ce qu'on vient de discuter, de Esther Duflo, qui prétend que, en fait, on pourrait tout faire en même temps. À la fois subventionner tout le monde et à la fois avoir une vie saine, libre et enfin pas égalitaire, mais que les gens soient respectés. C'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. Soit on est respecté comme individu et on ne peut pas piller les gens pour financer des opérations de changement de sexe ou je ne sais quoi, ou l'inverse. Mais les deux sont pas compatibles. Et donc on en vient à tuer des gens qui proposent d'arrêter ces folies-là. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est-à-dire que... oui, parce que alors, reste ouverte la question de savoir si la motivation première de l'assassinat de Charlie Kirk est celle-là. On va pas rentrer là-dedans. Je pense qu'il j'ai pas envie de rentrer dans le truc, même si personnellement je pense que c'est plus louche que ça. Tant pis, prenons ça comme l'image d'Épinal en fait. Bon, on est bien d'accord parce que quand même un tireur d'élite, bon, mais on est d'accord. Ouais, voilà. Le point c'est pour moi la caricature de l'ado. On est dans pour moi très schématique, mais quand même fondamentalement. Là, on est. Faut voir aussi que c'est la génération. On va remonter le temps, on va simplifier. Nous sommes des boomers. En tout cas, moi, j'en suis. Donc, on va remonter. Ça passe 5 ans près, je crois.
On va remonter. Si tu prends 1968, qui a quand même été une année charnière un peu partout dans le monde, d'accord. Donc, il y a une génération, ce moment-là, ok. La génération d'après a connu les années 80, le mur de Berlin, d'accord. Mais mais ce sont quand même les enfants de 68, d'accord. Les petits-enfants de 68 sont ceux dont on parle, là, ou la génération d'après, d'accord. Donc mon point, c'est on est face à des gens, pour beaucoup en tout cas, d'accord, qui ont par histoire cette habitude culturelle, éducationnelle, etc., de ne jamais se confronter à un non et voilà. de voir tout potentiellement, de pouvoir revendiquer pratiquement n'importe quoi. Parce que politiquement, culturellement, encore une fois, on est dans une société de la magie où le politicien va toujours te dire oui, où le monétarisme va toujours te dire oui, où c'est pas bien d'être d'extrême droite, etc., etc. Donc, ça paraît caricatural, mais on est clairement à un virage où, effectivement, la société du tout est possible, de la magie, ok, est en train de se crisper, est clairement en train de se crisper. D'ailleurs, ça se voit aux abominables réactions des gens, de certaines personnes sur les réseaux sociaux qui se filment en train de rire et d'être contents que Charlie Kirk soit fait assassiner. Il y a tout un truc là-dessus, c'est affolant. Enfin, je comprends pas comment on peut célébrer la mort de quelqu'un, surtout de cette manière-là. Parce que c'est un vilain qui rendait le rêve impossible. C'est ça. Tu vois, je pense que des gens comme toi et moi, alors, ok, mais tous ces gens-là sont vus de la masse, parce que malheureusement c'est la masse, comme les empêcheurs de rêve. Les empêcheurs de rêve. Ouais, c'est le caillou dans la chaussure. On a un gros problème avec ça, et si on enlève le caillou, bah, tout va bien aller, en fait. C'est ça. Bon, et ben sur cette note très triste et un peu déprimante, quoique, on va monter une PFS et puis voilà, on va relancer la vapeur. Exactement, il ne faut pas être déprimé. Il faut te dire que toi et moi et d'autres, ok, on n'est pas atteint de ce mal, d'accord. Donc déjà, il faut s'en satisfaire. En tout cas, moi, j'essaie de dire, faisons en sorte que d'autres soit en sortent, soit n'y entrent pas, ok. Mais l'avenir appartient à ceux qui, justement, ne restent à l'abri de cette connerie. D'ailleurs, toi-même qui a quand même une certaine notoriété, bon, tu n'as pas la notoriété qu'avait Charlie Kirk, mais tu n'as jamais eu le souci de te faire agresser, même si ce n'est pas un coup de fusil? Je ne me pose pas la question, sincèrement. Je me pose pas la question. Parce que tes positions sont largement plus radicales que les siennes. Alors, toi et moi, on touche peut-être un public peut-être beaucoup plus restreint, mais franchement, bon, moi non plus, honnêtement. Non, mais tu vois, si je commence à rentrer là-dedans, je me suis déjà convaincu que je suis très probablement au RG, tu vois, d'accord? Bon, mais si je commence à rentrer là-dedans, je fais plus rien. Ah bah c'est clair, hein. Donc bon. Mais là, c'est vraiment une question personnelle. Est-ce que ça t'angoisse un minimum ou pas? Mais... Absolument pas. Absolument pas. Tant mieux. Bon, ben on continue alors. Hein, on fait comme on remet les bouchées doubles et puis on va essayer d'aller encore plus fort dans le même sens. Comme ça, on verra bien ce qui se passe. Je pense que c'est la seule solution. Je pense que c'est la seule solution. Alors cette fois-ci, sur ces paroles enthousiasmantes, je te laisse, Stéphane, pour cette fin de week-end. Je te remercie beaucoup pour cette conversation. Et on se reparle bientôt pour d'autres sujets du même acabit. Bonne journée. Merci Laurent, à bientôt.